Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de CCDV français. À la une de l'actualité, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi est actuellement à Washington où il a rencontré le président des États-Unis Barack Obama mercredi. Après avoir salué le dirigeant américain, M. Wang a déclaré que Beijing soutenait l'accueil des États-Unis du 4e sommet mondial sur la sécurité nucléaire prévu à la fin du mois de mars. Wang Yi s'est également entretenu avec d'autres responsables, parmi lesquels Hale Royce, président du comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine. Le chef de la diplomatie chinoise a fait connaître la volonté de la Chine de maintenir un haut niveau de communication stratégique avec Washington, tout en approfondissant la coopération sur les questions internationales et régionales pour ensemble gérer différents défis. Le principal groupe d'opposition syrien, le comité des hautes négociations, a dit qu'il supportera la trêve de 2 semaines en Syrie pour tester l'implication de la partie adverse dans le plan. Il est exigé des parties belligérantes de dire, pour vendredi à 10 h, temps universel, si elles agréent la cessation des hostilités et de cesser les combats samedi. L'Organisation des Nations Unies espère que le plan fournira un espace de respiration afin que les pourparlers de paix en Syrie reprennent. Le dernier cycle de discussion s'était interrompu le mois dernier à Genève sans avancée. Mais le comité des hautes négociations a aussi dressé une liste des points dont il dit qu'ils doivent être résolus avant que le plan ne puisse fonctionner. Il objecte que la Russie soit une garante de la trêve aux côtés des États-Unis alors qu'elle est partie prenante au conflit. Pendant que les parties impliquées discutent de la trêve, les Nations Unies ont largué mercredi, pour la première fois par avion, l'aide humanitaire à Deir ez-Zor, ville assiégée par les militants de Daesh dans l'est de la Syrie. Un avion affrété par le Programme alimentaire mondial a acheminé mercredi 21 tonnes de matériel de secours. Cependant, un porte-parole de l'ONU a indiqué que le PAM essaie d'obtenir des informations sur où le matériel a atterri, suggérant qu'il n'a peut-être pas atteint sa destination. Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à davantage aider les civils. The members of the Security Council reiterate they call for immediate. Les pays membres du Conseil de sécurité ont lancé un nouvel appel pour accès immédiat, durable et sans entrave aux personnes dans le besoin, en particulier dans les régions assiégées et difficilement accessibles. C'est dans ce contexte qu'ils ont salué l'autorisation de Damas d'accéder aux 7 régions assiégées afin de fournir de l'assistance humanitaire. Ils ont aussi appelé à un accès durable et continu. L'Australie va accroître ses dépenses militaires de 21 milliards de dollars américains sur 10 ans. Son Premier ministre Malcolm Turnbull a déclaré que le budget de la défense atteindra les 139 milliards de dollars américains. C'est 2% du PIB du pays de 2021 à 2022. L'Australie va aussi acheter de nouveaux équipements, dont des frégates, des véhicules blindés de transport de troupes, des avions à réaction d'attaque, des drones et des sous-marins. Cela sera détaillé dans le livre blanc sur la défense du pays qui sera bientôt publié. Des sources officielles disent qu'une grande partie du rapport sera consacrée aux relations avec la Chine. Ils disent que bien que les deux pays soient des partenaires commerciaux proches, l'Australie demeurera ferme sur les questions de la mer de Chine méridionale. La Chine a commenté le livre blanc sur la défense de l'Australie. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a dit que l'Australie devrait voir le développement de la Chine d'une manière correcte et positive. Nous espérons que la partie australienne pourra voir correctement et positivement le développement et l'intention stratégique de la Chine. L'Australie devrait produire des efforts conjoints avec la Chine à travers l'action pratique et ainsi accroître la confiance mutuelle. Nous sommes tous responsables pour la paix, la stabilité et le développement de la région. Des migrants et réfugiés du monde entier s'entassent dans la jungle de Calais et attendent nerveusement la décision du juge français sur la démolition d'une partie de ce camp de fortune, une décision attendue jeudi. Les associations d'aide affirment que le futur de quelques 3400 personnes est en jeu, parmi lesquelles plusieurs centaines d'enfants non accompagnés. Ils sont originaires d'Afghanistan, d'Irak et de Syrie, et certains d'entre eux n'ont que 10 ans.
Le centre du camp pour femmes et enfants offre nourriture, vêtements et activités. Les bénévoles expliquent que certains des enfants du camp, arrivés ici traumatisés et violents, ont recommencé à jouer comme des enfants normaux. Mais ils craignent que tout cela n'ait servi à rien s'ils sont expulsés. Ils ont fait un long voyage, ont une histoire difficile et certains d'entre eux sont là depuis au moins 5 mois. Ils ont eu un accès régulier et de qualité aux besoins de base. Ils se sont donc posés un peu. Et bien entendu, aucun d'entre nous ne veut qu'ils restent ici, mais cette décision leur cause beaucoup de détresse. L'équipe craint qu'ils n'aillent dans d'autres camps moins organisés et sans infrastructure et que les bénévoles ne soient pas en mesure de les suivre. Ils ne sont pas les seuls à être inquiets du devenir des habitants du camp si la jungle est détruite. La Belgique a mis en place mercredi des contrôles aux frontières afin qu'ils n'entrent pas sur son territoire. Les autorités françaises indiquent que l'insalubrité du camp et les incidents de violence qui s'y sont déroulés les ont poussés à accélérer leur projet de détruire une partie du camp et de reloger les réfugiés dans des conteneurs réaménagés. La plupart des réfugiés affirment ne pas vouloir aller dans ces conteneurs et craignent qu'une fois enregistrés en France, ils ne puissent plus parvenir à leur destination, la Grande-Bretagne. Les associations d'aide estiment que Londres doit prendre ses responsabilités et accueillir les personnes ayant des liens avec la Grande-Bretagne, et ont à cet effet déposé des recours au nom de plusieurs personnes en Angleterre. La loi permet aux familles d'être réunies. Ibrahim a 17 ans et veut rejoindre sa mère à Birmingham, où elle a le statut de réfugié. Il ne veut pas montrer son visage devant la caméra. Ma famille est au Royaume-Uni, j'ai un avocat là-bas et aussi ici en France. Ils travaillent sur mon dossier. J'ai été au tribunal, ils ont approuvé le fait que je puisse être réuni avec ma famille, mais maintenant le tribunal britannique doit se prononcer à son tour. Cela fait 3 mois qu'il attend et il ne sait pas encore combien de temps il va encore devoir le faire. Pourtant, il fait partie des chanceux ici. La plupart des réfugiés n'ont en effet pas accès à un avocat et n'ont nulle part où aller si le camp est détruit. La première étape européenne pour les migrants, c'est la Grèce. Ceux qui ont marché des milliers de kilomètres depuis un Moyen-Orient à feu et à sang se trouvent bloqués aux portes de l'Europe. Les pays plus au nord ont instauré des restrictions au passage de leurs frontières et ces mesures provoquent une impasse qui ne fait qu'empirer. Notre correspondante à Athènes nous donne les détails. Des femmes, des enfants, des familles avec des bagages dans les bras et qui marchent à travers le port du Pirée. Il y a des Afghans qui sont venus de l'île de Lesbos. Ils veulent rejoindre le nord de la Grèce, traverser les frontières et poursuivre leur voyage vers l'Europe. Quand ils ont quitté l'Afghanistan, ils n'avaient pas pensé que certains pays décideraient de renforcer leur contrôle aux frontières. Ce vieil homme est arrivé au Pirée avec sa famille. Il n'a nulle part où aller. Il ne sait pas quoi faire s'il ne parvient pas à atteindre Jevgelia. Je suis venu ici et les frontières sont fermées. Je n'arrive pas à comprendre la raison. Notre pays est dans un réel chaos. Il ne devrait pas nous fermer la porte. On veut seulement aller en Allemagne. Certains Afghans préfèrent rester au port du Pirée jusqu'une décision sur leur avenir soit prise. D'autres vont dans le centre d'Athènes ou sont hébergés chez des amis. J'espère que les frontières vont ouvrir et laisser passer les gens pour qu'ils puissent arriver jusqu'en Allemagne. Je sais que les frontières sont fermées, j'ai peur. C'est une situation compliquée, mais nous allons essayer. Plus de 12 000 réfugiés et migrants étaient coincés en Grèce au début de la semaine. Cependant, la fermeture des frontières a créé de très gros problèmes à une Grèce déjà endettée qui se trouve à un carrefour de la Méditerranée. Des enfants innocents jouent et rêvent d'un avenir meilleur, mais leurs parents savent que la réalité est bien différente. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi certains pays ont décidé de fermer leurs frontières. Pendant ce temps, la Grèce s'est tournée vers l'Autriche qui a dernièrement invité 9 pays à participer à une conférence sur la crise des réfugiés sans y convier la Grèce. Malgré cela, les 2 pays se sont mis d'accord sur plusieurs mesures pour assécher le flot de réfugiés qui arrivent en Grèce et répondre ainsi de façon concrète à la crise des migrants. Direction les États-Unis où le candidat à la présidence Donald Trump a consolidé sa position de favori dans la course à l'investiture républicaine en remportant l'État du Nevada. C'est la 3e victoire consécutive pour le milliardaire
après celle dans le New Hampshire et en Caroline du Sud. Les derniers décomptes de voix montrent qu'il engrange près de 46% des votes, soit près de 2 fois plus que son rival le plus sérieux, le sénateur de Floride, Marco Rubio. Ted Cruz, le sénateur du Texas, est quant à lui arrivé 3e. Les candidats se préparent maintenant pour ce qui pourrait être un super mardi ou Super Tuesday décisif la semaine prochaine. L'État du Nevada est un des nombreux États américains appelés États champ de bataille ou Battleground States que les experts désignent comme étant susceptibles de jouer un rôle décisif dans le résultat de l'élection présidentielle américaine de cette année. À l'instar de beaucoup de ces États bascules, il comprend une population conséquente d'hispaniques. Les électeurs hispaniques pourraient jouer un rôle clé cette année. La semaine dernière à Denver, Chelsea Clinton et l'actrice America Ferrara ont fait campagne pour Hillary Clinton, qui rêve de devenir la première femme présidente des États-Unis. Je pense que cette élection est la plus importante de mon existence. Je crains que tout ce qui m'est cher ne soit en péril. Ce cafécito informel, ou café, était destiné à un groupe ethnique que le clan Clinton considère comme essentiel pour avoir toutes ses chances en novembre. Il s'agit des électeurs hispaniques. Je pense vraiment que nous avons assez d'influence pour déterminer, et particulièrement dans les États bascules, celui qui emportera l'élection. Et les nombres soutiennent ces propos. Les hispaniques représentent aujourd'hui 12% de l'électorat. Plus de 800 000 hispaniques obtiennent le droit de vote chaque année. Le défi est de parvenir à les pousser vers les urnes. Les hispaniques ont tendance à s'appauvrir. Ils sont souvent nouveaux aux États-Unis et ils sont souvent jeunes. Robert Preuss, de l'Université d'État métropolitaine de Denver, dit que cela aide à comprendre pourquoi moins de la moitié de l'ensemble des électeurs hispaniques se sont rendus aux urnes en 2012. Mais cette année pourrait être différente. La promesse faite par le républicain et candidat à la présidence Donald Trump de fermer la porte aux immigrants a mis de nombreux membres de la communauté hispanique en colère. Lorsqu'on demande si ce genre de rhétorique vous pousse à aller voter et vous convainc de ne pas voter républicain, les hispaniques répondent largement oui. Après la dernière élection présidentielle, lorsque Barack Obama a battu Mitt Romney chez les électeurs hispaniques, le Parti républicain a publié un rapport qui appelait à une réforme de l'immigration pour attirer les hispaniques. Les candidats républicains actuels n'ont pas tenu compte de ce conseil. Malgré tout, certains disent que l'approche républicaine du libre marché est parfaite pour les hispaniques. Cela permet à n'importe qui de se fixer un but et cela donne à tout le monde la même chance d'atteindre ce but sans limiter qui que ce soit dans le processus. Denise Soller-Cox, la co-réalisatrice d'un film à venir qui traite de la quête d'identité des hispaniques, dit que les politiciens ont la tâche difficile s'ils veulent toucher ce bloc d'électeurs clés. Il existe beaucoup d'hispaniques qui ne se voient même pas comme hispaniques. C'est énorme, non? Hillary Clinton pense que son parti, le Parti démocrate, est le mieux positionné pour obtenir le vote des hispaniques. Elle connaît les problèmes rencontrés par les hispaniques. Elle connaît les communautés hispaniques. Mais elle n'a pas la main sur le vote hispanique. Les données du vote du récent caucus du Nevada révèlent que les jeunes hispaniques lui ont préféré son rival, Bernie Sanders. Mais quel que soit le candidat qui emportera le vote hispanique cette année, ce dernier aura de grandes chances d'entrer à la Maison-Blanche. Dernier développement du virus Zika. À ce jour, la plupart des cas d'infection ont été constatés en Amérique du Sud, mais l'Afrique du Sud et le Cap-Vert sont aussi touchés par la maladie. Ce changement pourrait signifier une possible propagation au continent africain. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le virus Zika se propage de manière exponentielle. Reste à savoir si les populations d'Afrique doivent ou non s'en inquiéter. Parce que nous avons déjà Ebola qui nous combat. Si on ajoute Zika, cela aggravera tout. Peu de gens le connaissent. On ne sait pas si on peut le contrôler. On ne sait pas si on peut en guérir. On ne sait pas comment il se transmet. À l'évidence, je dois en avoir peur. Aujourd'hui, le Cap-Vert est le plus affecté avec une épidémie locale. En Afrique, un pays fait état de cas. Il s'agit du Cap-Vert, au large de l'Afrique de l'Ouest. Un pays insulaire dans lequel un nombre élevé, plus de 10 000 cas, ont été signalés entre octobre et janvier.
En Afrique du Sud aussi, un cas a été constaté, un homme d'affaires sud-américain. La couleur rouge signale un risque élevé, le jaune un risque modéré et le vert un risque faible. Le moustique qui transmet le virus Zika se trouve sur l'ensemble du continent. Le cas sud-africain met d'ailleurs en lumière la menace potentielle représentée par les déplacements humains. Aujourd'hui, avec les moyens de transport modernes, la planète est un village mondial. Une personne infectée arrive dans votre pays et le moustique la pique. Et voilà, le cycle se poursuit tant que ce moustique survit. Cependant, certains mettent en doute le risque soulevé par l'Organisation mondiale de la santé. Tout d'abord, ici en Afrique, la souche que nous avons ne se multiplie pas autant dans le corps humain que celle présente en Amérique du Sud. Deuxièmement, bien que nous ayons des moustiques capables de le transmettre, la plupart de ces moustiques se trouvent dans la forêt. Et en forêt, ils piquent la nuit, à la nuit tombée, à l'aube ou en pleine nuit lorsque les gens ne s'y trouvent pas. Donc il n'y a que peu de risques que des gens se trouvent en forêt la nuit et se fassent piquer. Pour réduire le risque, rien ne vaut la prudence et cela commence chez soi. Il existe deux sortes de solutions qui doivent être appliquées. Une consiste à aseptiser son foyer. Le but est de s'assurer que les lieux de ponte où des moustiques peuvent se reproduire soient réduits autant que faire se peut. L'autre, bien sûr, est la production d'un vaccin. À l'heure qu'il est, il n'en existe pas. Aucun vaccin ne devrait être disponible avant un an. L'éruption du virus Ebola a démontré que plusieurs pays du continent africain n'ont pas les moyens de gérer les épidémies. Les mesures de prévention demeurent donc essentielles pour garantir que le virus Zika ne frappe pas l'ensemble du continent. Revenons en Chine, à Guangzhou, chef-lieu de la province méridionale du Guangdong. Le second patient porteur du virus Zika a enfin pu quitter l'hôpital. Un nouveau cas de guérison de la maladie du virus Zika. Nous avons fait des tests sanguins, urinaires, salivaires et séminaux, chacun d'entre eux ayant été doublé. Tous se sont révélés négatifs. Sa fièvre et ses rougeurs ont pu être soignées et son foie fonctionne à la normale. Cela correspond aux critères de guérison et nous le laisserons sortir aujourd'hui. C'est le 1er février, alors qu'il revenait du Venezuela, que le patient a été admis à l'hôpital juste après avoir été suspecté d'être porteur du virus. Il avait alors affirmé ne pas savoir qu'il était infecté. Je ne ressentais aucune fièvre. Je pensais être fatigué à cause du changement d'avion et je n'imaginais pas être porteur du Zika. Les médecins déclarent qu'ils suivront régulièrement ce patient. Avec l'autorisation de sortie du patient, l'hôpital a également annoncé une autre avancée. Le gène provoqué par le virus Zika a en effet été décodé. Il a été détecté dans un prélèvement urinaire du patient. Pour les médecins, cela permettra de développer un vaccin potentiel au plus vite. Nous réaliserons des recherches sur les protocoles médicaux et le traitement du Zika. Cela préparera aux études approfondies sur la régularité épidémique et d'autres, ainsi que sur le développement des vaccins et traitements qui y sont liés. Quant au patient, il se dit désireux de coopérer avec l'établissement hospitalier pour des recherches cliniques. Il n'a d'ailleurs pas prévu de retourner prochainement au Venezuela. Merci de rester avec nous. Passons maintenant à l'économie chinoise. La croissance industrielle de Chine connaît aujourd'hui un fort ralentissement, mais elle reste dans une fourchette raisonnable, selon une conférence de presse tenue par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information. Le ministre Miao Wei a annoncé que la croissance de 6,1% de l'an dernier n'était du tout un ralentissement, étant donné la contraction du commerce mondial et le niveau actuel du développement économique de la Chine. Le ministre a également indiqué que la Chine avait fait des progrès en ajustant sa structure industrielle et en stimulant la croissance des industries innovantes. Pendant ce temps, le ministre a également déclaré que le pays connaissait une réforme axée sur l'offre pour résoudre le problème de surcapacité.
Nous allons progressivement vers une résolution du problème de surproduction. Premièrement, nous travaillons activement sur les compagnies dites zombies. Nous nous engageons avec la Commission nationale pour le développement et la réforme envers des plans concrets. Deuxièmement, nous supprimerons peu à peu la production d'énergie à faible rendement. Et d'une manière méthodique, nous supprimerons les compagnies qui ne satisfont pas les normes dans les coûts énergétiques, dans la protection environnementale et la sécurité. L'industrie sidérurgique chinoise en surproduction est au premier plan des changements qui interviennent comme conséquence des réformes chinoises du côté de l'offre. Les réformes sont parmi les plus importantes sur lesquelles la Chine va se concentrer en 2016 et les experts disent que le secteur sidérurgique fait face à son moment le plus difficile. Les unes après les autres, les aciéries chinoises mettent la clé sous la porte. Mais les marchés avaient anticipé cela depuis des années. Les principales aciéries chinoises ont affiché une perte record de 53 milliards de yuans dans les 11 premiers mois de l'année dernière. L'acier a été de toutes les matières premières la plus durement touchée. Il a chuté depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. L'industrie sidérurgique est entrée dans une phase très difficile. Les experts de l'industrie disent que la capacité de production du secteur sidérurgique a été de 1,2 milliard de tonnes en 2014, mais elle avait été de 600 millions de tonnes en 2008. La hausse de 75,8% a été la cause principale des pertes. La pression sur les gouvernements locaux est forte, spécialement sur les ouvriers de la sidérurgie qui ont perdu leur emploi. Cependant, c'est une bonne chose pour l'industrie dans son ensemble. Se débarrasser des surcapacités est inévitable. Des signes positifs apparaissent pourtant maintenant. Les statistiques officielles montrent que la capacité de la sidérurgie a déjà été réduite de 15%, ce qui signifie que plus de 180 aciéries ont cessé leurs opérations. Le renminbi a chuté de plus de 5% par rapport au dollar depuis août de l'an dernier. Nombreux sont ceux qui s'attendent à ce que cette chute procure un bénéfice substantiel aux exportateurs chinois. Mais est-ce vraiment le cas? Voyons notre enquête. Zhang Bin possède une compagnie qui produit des ustensiles de cuisine en acier et 80% de sa production est exportée. La dépréciation du renminbi de ces derniers mois a bénéficié au profit de M. Zhang et a changé la manière dont il gère les finances de sa compagnie. Les compagnies exportatrices font des profits très minces, d'habitude seulement de 2 ou 3%, et chaque pourcent représente beaucoup pour nos profits. Nous nous attendons à ce que le renminbi continue de se déprécier pendant un certain temps, donc nous repoussons nos échanges de devises aussi longtemps que possible pour obtenir un meilleur prix. Les autres compagnies en Chine bénéficient du même avantage que M. Zhang, mais un analyste dit que cette bonne période ne va pas durer. Les petites entreprises qui produisent des textiles, des vêtements ou des appareils électroménagers bénéficieront le plus de la dépréciation. Les plus grosses entreprises ont généralement des taux de change fixes avec les banques pour verrouiller leurs profits. Mais je pense que les avantages seront temporaires et limités. Cela prend longtemps pour transformer un changement de prix en avantage compétitif et il n'y a pas de signe que le renminbi continuera à se déprécier sur la longue durée. Le professeur remarque aussi que la demande du marché s'affaiblissant mondialement va probablement neutraliser les avantages d'un meilleur taux de change. Les données montrent que les exportations générales de la Chine en janvier ont chuté de 11,2% par rapport à l'an dernier. La société de M. Zhang ne rapporte pas une grande différence dans ses commandes par rapport à l'an dernier et elle ne veut pas voir une nette dévaluation du renminbi. Si le renminbi se déprécie trop vite, ce ne sera pas aussi bon pour nous que vous pourriez le penser. Les clients internationaux vont nous demander de baisser les prix. Si le renminbi perd rapidement de sa valeur, donc l'avantage partira là. Aussi, ce n'est pas bon pour l'industrie en général parce que les compagnies qui produisent des objets de moindre qualité tireront mieux leur épingle du jeu. Avec des exportateurs qui n'attendent pas de bénéfices à long terme de la dépréciation du renminbi, il semble que le gouvernement n'attend pas non plus trop rapidement. Le ministre du Commerce, Gao Huchang, a récemment dit qu'aucun pays ne peut être à l'abri d'une baisse du commerce mondial. M. Gao a dit que la Chine doit prendre des précautions et être pleinement consciente des difficultés.
Emmenée par Mercedes-Benz et la hausse de ses ventes de véhicules qui augmentent de 50% chaque année, les marques automobiles de luxe peuvent être satisfaites de leur performance de janvier en Chine. Le ralentissement de l'économie chinoise a vu l'année 2015 se terminer avec des ventes de véhicules de luxe à des niveaux de croissance très bas. Comment les constructeurs automobiles rivalisent-ils pour gagner des parts de marché dans une économie qui ralentit? Mi Jiayi nous en parle. La course de l'an dernier avait à nouveau couronné Audi, mais l'entreprise a connu une réduction de ses ventes de 1,4%. BMW a conservé sa deuxième place avec une modeste croissance de 1,7% et devrait vendre 100 000 véhicules de plus pour prendre la première place à Audi. À la troisième place, Mercedes-Benz faisait figure de mouton noir sur ce marché morose. Elle affiche aujourd'hui une croissance de 28,9%. Zhao Sefu, directeur général de la société de conseil automobile China Auto Market, nous montre comment la sortie de nouveaux modèles de voitures chez Mercedes-Benz a favorisé cette croissance exceptionnelle. Si Mercedes-Benz a connu une telle croissance ces 2 dernières années, c'est d'abord parce que de la seconde moitié de 2014 jusqu'à maintenant, Mercedes-Benz a sorti de nouveaux modèles de véhicules et a amélioré certains anciens modèles. Nous avons découvert sa nouvelle C-Class lors du second semestre 2014, la GLA, GLC et GLE qui a été lancée l'an dernier. Et il y a aussi le modèle phare E-Class qui sera lancé cette année et qui nous intéresse tout particulièrement. C'est une mise à niveau intensive de ces modèles de voitures. Les nouveaux modèles de véhicules sont très compétitifs lorsqu'ils sortent et c'est la raison pour laquelle Mercedes-Benz a connu un taux de croissance bien meilleur que ses concurrents sur le marché. Les marques comme Jaguar, Land Rover, Lexus ou encore Volvo vont rivaliser pour vendre plus de 100 000 véhicules cette année. Cependant, la croissance du marché est descendue à 11% l'an dernier, après le pic de 30% de 2012. Afin d'améliorer les ventes, malgré cette économie qui ralentit, la compétitivité par les prix est devenue vitale. Tout particulièrement depuis le second semestre de l'an dernier, où M. Zhao a vu des revendeurs commencer à offrir des remises de 20%, voire 30%. Il existe d'autres moyens avec plus de publicité car les clients expriment un intérêt pour des programmes de prêts avec des taux d'intérêt plus bas pour répondre aux pressions financières actuelles. Les prêts auto vont également stimuler l'envie des consommateurs pour ces automobiles. La localisation de la production en Chine a été importante pour diminuer le prix final de l'automobile ainsi que celui des pièces de rechange et de l'entretien. BMW a tout juste commencé à construire des moteurs à Shenyang cette année, dans ce qui est sa première usine de moteurs en dehors d'Europe. Cadillac a construit aussi une nouvelle usine à Shanghai et souhaite augmenter ses ventes en 2016 de 25%. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans 1h30 pour une nouvelle édition d'Afrique Info. À tout à l'heure.